Blaise Compaoré est de retour au pays. Après une visite de quelques heures à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le chef de l'État est rentré ce soir même. Nos reporters Godefroy Bazier et Alassane Zéo reviendront au cours de ce journal. Et puis, amélioration du dispositif sanitaire de notre pays. Le budget national a débloqué plus d'1 milliard pour acquérir une centaine d'ambulances pour les formations sanitaires. Et puis, Benyon-Luc Adolphe Thiaw à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, sera devant les députés à l'occasion de la première session de l'année 2014. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ceci dit, le Premier ministre Benyon-Luc Adolphe Thiaw a reçu M. Richard Nouni, directeur général de la Business Unit Technologie du groupe CFAO. M. Nouni, au micro de Marguerite Douagneau, à sa sortie d'audience. Je suis venu réitérer la volonté de notre groupe à participer au grand projet de transformation que le gouvernement burkinabé a initié. Vous savez qu'il y a des projets technologiques extrêmement importants qui vont transformer de manière assez très importante pour les 15-20 années prochaines le pays. Donc tout grand groupe, toute société, toute entreprise sérieuse doit se sentir concerné par ce projet. Le groupe CFAO est un des rares grands groupes qui a fait le pari de créer une entreprise de technologie localement qui emploie à peu près une centaine de personnes. Ensuite, nous avons la capacité de mobiliser les 3 leaders mondiaux dans les technologies actuelles, y compris dans le cloud. Ces 3 leaders sont IBM, EMC et Cisco. Pour qu'ensemble, avec nos équipes ici et notre entreprise ici, faire quelque chose qui soit à la taille des enjeux du futur du Burkina Faso. Donc on va travailler aussi sur les aspects financement parce que vous savez que l'argent est un peu rare aujourd'hui. Donc le gouvernement aura certainement besoin que les entreprises puissent apporter de l'argent pour l'aider à faire ce projet-là sur des périodes suffisamment longues. Et puis 1,9 milliard pour une centaine d'ambulances pour les formations sanitaires de notre pays. Acquis sur le budget national exercice 2013, le ministère de la Santé a réceptionné ce soir même 70 véhicules en attendant les autres. C'est le chef du gouvernement Benyon-Luc Adolphe Thiaw qui a remis ces ambulances en présence de Lazare Pouya. 70 ambulances sur 127, dont 57 en cours, d'un coût estimé à 1,9 milliard de francs CFA. C'est un geste du gouvernement jamais réalisé au département de la santé. Acte historique, certes, mais plein de sens et de symboles au regard de sa valeur contributive à la résolution des questions de santé, en procédant à la remise de ces ambulances à titre symbolique aux 13 directions régionales de la santé, au CHU de Bobo-Dioulasso et à l'hôpital Blaise Compaoré. Le Premier ministre avait un message. J'ai eu le privilège de parcourir le Burkina Faso et chaque fois j'ai été très touché par l'état de dénuement de nos centres de formation sanitaire, notamment en matière d'ambulance. Et donc, suite à ce constat, j'ai en effet instruit le ministre d'étudier la possibilité d'équiper les CSP, d'équiper les centres médicaux d'ambulances. Pour le ministre de la Santé, plus besoin d'attendre les 57 autres ambulances avant de procéder à la répartition. Nous avons fait la répartition d'abord en tenant compte des centres médicaux avec antennes chirurgicaux qui ont reçu en 2012 ou 2013 une ambulance. Ceux-ci n'ont plus été dotés. Nous avons aussi 15 ambulances qui sont en train d'arriver, que nous avons achetées dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale. Et ces ambulances sont déjà préaffectées à des structures de santé. Donc nous n'avons pas doté ces structures de santé des ambulances en présence. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons doté l'ensemble des hôpitaux régionaux et des hôpitaux nationaux d'ambulances à l'exception de Yalardo, parce que Yalardo a reçu il y a moins de 4 semaines une ambulance neuve. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement et en même temps un challenge qu'il faut à tout prix relever. Le Bouc du Monde, c'est une grande région avec 6 provinces, avec des routes très difficilement praticables. Donc lorsque on reçoit un tel joyau, on ne peut être que content. Et donc pour cette remise ce soir, nous avons reçu 5 ambulances. Et ça reste un défi aussi, puisque c'est l'utilisation pour l'évacuation des malades dans le cadre du système de référence contre référence, mais aussi c'est l'entretien. Avec ces ambulances, osons espérer que cela contribuera à réduire très sensiblement le taux de mortalité.
Voilà, sûrement Lazare Pouya. Ceci dit, santé toujours, le bloc épidémiologique de l'Afrique de l'Ouest est réuni à Ouagadougou depuis hier 3 mars. Cette rencontre vise à apprécier les relations du programme élargi de vaccination. Le reportage de Bouma Ernest Nébier. Au cours de cette rencontre qui va durer 3 jours, les participants vont faire le point des résultats engrangés par le programme élargi de vaccination PEV en matière de prévention des maladies et trouver des solutions aux difficultés qui entravent son exécution dans les différents pays. Nous avons le privilège que notre pays abrite cette réunion depuis un certain temps, qui consiste à regarder un peu quelle est l'évolution du système de vaccination dans tous les pays, parce que comme vous savez, c'est des maladies transmissibles. Ça veut dire que si vous luttez uniquement dans un pays sans tenir compte des autres pays, le risque est encore grand que vous puissiez être contaminé. Et c'est pour cela qu'il est tout à fait indiqué que l'ensemble des pays de notre bloc, il y en a jusqu'à 17 pays, puissent se retrouver pour faire l'évaluation. Il y a encore beaucoup de défis. Vous avez des pays qui ont besoin d'augmenter encore et renforcer la couverture simplement. Vous avez des pays qui sont en train d'introduire de nouveaux vaccins, comme c'est le cas du Burkina qui a introduit 2 nouveaux vaccins l'année dernière et qui continue à l'introduire dans la vaccination de routine. Vous avez toutes les questions liées à la surveillance de ces maladies-là pour être sûr que ces maladies sont en train de se réduire ou de disparaître. Enfin, il y a plein d'aspects qu'il faut encore affiner. Les maladies ne connaissent pas les frontières. Ces choses sont mieux discutées quand on se met ensemble pour les discuter et trouver des solutions communes. Les directeurs nationaux du PEV et leurs partenaires vont se pencher notamment sur la polio, les vaccinations de routine et les nouveaux vaccins. Voilà, comme je vous le disais en titre, le président du Faso a effectué une visite d'amitié et de travail de quelques heures pour renforcer les relations ivoiro-burkinabées et échanger autour des questions d'actualité. Le président du Faso a rencontré pendant 3 heures son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qui a entamé quelques semaines de convalescence après une opération en France. Rentré à Abidjan dimanche, le chef de l'État a accueilli le président du Faso dans une ambiance très détendue. Reportage de Godefroy Bazier. Une visite en Côte d'Ivoire du président du Faso, même brève, est toujours empreinte de chaleur et d'enthousiasme de la part des autres Ivoiriens et de la communauté burkinabé qui vit dans le pays. Blaise Compaoré a une nouvelle fois eu droit à un accueil qui traduit l'excellence des relations entre les 2 chefs d'État et de manière générale entre les 2 pays. Plus de 3 heures d'entretien à la résidence présidentielle du Golfe entre Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Le président ivoirien qui a regagné Abidjan dimanche dernier après avoir subi une opération et quelques semaines de convalescence en France s'est dit très touché par les attentions et soutiens du couple présidentiel burkinabé. Je voudrais vous dire un très grand merci et merci encore pour toutes les attentions dont j'ai été l'objet de votre part et de la part de Mme Compaoré, qui est venue me rendre visite à l'hôpital américain. Et c'est véritablement un geste de fraternité, de solidarité que Mme Ouattara et moi, nous avons particulièrement apprécié en son nom. Et au nom de toute la famille Ouattara et de, bien sûr, tous mes compatriotes, je voudrais vous remercier. Blaise Compaoré s'est réjoui de retrouver un frère en pleine forme malgré la douloureuse épreuve qu'il vient de traverser. Je dois redire le grand bonheur qui a été le mien ce soir de pouvoir vous retrouver en pleine forme. Merci beaucoup. Et surtout après cette épreuve douloureuse, car rester dans un hôpital, même quand on n'est pas malade, c'est douloureux. Je dois vous dire que nous avons été très heureux de vous retrouver, mais surtout de voir l'enthousiasme avec lequel le peuple ivoirien s'est mobilisé pour vous accueillir. Les 2 chefs d'État ont saisi cette opportunité de la visite de travail du président du Faso pour évoquer les questions bilatérales et multilatérales et préparer de prochains sommets internationaux. Bien que, bien sûr, en convalescence, nous avons dû aborder les questions qui préoccupent nos 2 pays, frères et amis, parler du traité d'amitié, parler aussi de notre engagement pour l'Afrique de l'Ouest, pour la CEDEAO, mais aussi pour le reste de l'Afrique. Car l'Afrique a bien sûr, dans les jours et les semaines à venir,
des engagements avec la communauté internationale, avec l'Union européenne particulièrement. Et il nous faut continuer d'apporter notre contribution de façon harmonisée pour que la voix de l'Afrique soit toujours plus forte. Certainement que d'autres rendez-vous de discussion se présenteront au président ivoirien burkinabé avant juillet, date retenue pour le sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé prévu à Ouagadougou. Voilà, retour à Ouagadougou justement pour dire que la première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre demain 5 mars. Au cours de cette session, le Premier ministre sera présent. Les députés vont se pencher également sur une vingtaine de dossiers inscrits à l'ordre du jour. Le reportage de Sougounoma Ibrahim Gigma. C'est le signe infaillible de l'ouverture imminente d'une session à l'Assemblée nationale, la conférence des présidents. C'est l'organe par excellence pour le règlement de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Présidée par le chef du Parlement, cette conférence comprend les vice-présidents, les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions générales et un représentant du gouvernement, en l'occurrence le ministre chargé des relations avec le Parlement. La rencontre de cette instance ce lundi 3 mars est donc pour proposer l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2014 qui s'ouvre ce mercredi 5 mars. C'est agi ici donc de voir les projets de loi qui ont été soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. Il y a une vingtaine de dossiers qui sont inscrits et ce sont ces dossiers que nous avons examinés et nous les avons affectés aux différentes commissions et puis qui vont donc dès l'ouverture se mettre au travail pour que, au fur et à mesure que la session avance, que les projets de texte soient examinés et en commission et présentés en plénière. Pour l'essentiel du contenu de cet ordre du jour, on note des projets de ratification de conventions de financement, d'adhésion à des textes internationaux, des lois d'orientation relatives au développement durable, à la protection de l'enfance et à l'évidence, le grand oral du chef du gouvernement, le discours du Premier ministre sur la situation de la nation, également attendu à l'hémicycle. Oui, dans cette même veine, arrivé hier à Ouagadougou, des présidents d'assemblée de la Guinée-Conakry et du Mali, invités à la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2014. Les deux chefs de parlement ont été accueillis par le président Sungalo Apollinaire Ouattara. Le compte-rendu porte la griffe de Kwame Bama et de Sylvain Vebamba. Des délégations d'Assemblée nationale attendues pour l'ouverture de la session, deux conduites par leur président, ont foulé hier le sol burkinabé. Il s'agit des chefs de parlement de la Guinée-Conakry et du Mali, arrivés par le même vol et accueillis par le président Sungalo Apollinaire Ouattara. Je suis très positivement impressionné et je dois dire que quand j'ai reçu l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Burkina pour venir assister à cette session, j'ai aussitôt répondu que c'est avec plaisir que je viendrai à Ouaga. Je suis encore heureux, une fois de plus, d'être là pour justement assister à l'ouverture de la session. Et je pense que, au-delà de ça, nous avons d'autres rapports que nous allons certainement revoir ici. Et le Faso et le Mali, c'est le même pays quand même. Les autres délégations sont attendues aujourd'hui et demain avant la cérémonie d'ouverture prévue pour demain 16h. Et puis les députés du groupe parlementaire CDP appellent leurs militants à rester mobilisés et déterminés derrière la direction nationale de leur parti. C'est la principale recommandation qui a sanctionné les travaux des premières journées de réflexion de l'année des députés nationaux du CDP, des élus nationaux du CDP, des journées placées sous le thème démocratie, dialogue politique et paix sociale. Le reportage de Anna-Lucie Kéré. C'est une mobilisation des grands jours qui a marqué la cérémonie de clôture des premières journées parlementaires de l'année des députés du parti majoritaire. Les débats qui ont suivi le panel animé par le professeur Abdoulaye Souma et l'ancien président de l'Assemblée nationale, le député Mélégué Traoré, et la communication de l'ancien vice-président de la commission de la CEDEAO se sont focalisés sur les différentes manières de négocier
et les a priori dans les négociations. Quand on va à un dialogue, à une négociation, il faut y aller sans a priori. On ne peut pas aller négocier au préalable en émettant le doute sur la capacité de l'interlocuteur ou la volonté de l'interlocuteur de mettre en œuvre les résultats qui vont sortir de ces négociations. La règle de base, c'est la bonne foi. Livrant les conclusions de leurs travaux aux militants et aux responsables de leur parti, les élus nationaux ont fait part des échanges qu'ils ont eus avec le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara, et le secrétaire exécutif national du CDP. Au terme de leurs travaux, les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès ont pris des résolutions et motions de remerciement à l'endroit des militantes et militants pour leur forte mobilisation. Nous avons suivi les travaux de bout en bout et les militants sont sortis nombreux pour nous écouter, pour avoir les informations et en tout cas pour s'informer. Donc je suis vraiment satisfaite. Les participants aux journées parlementaires se sont notamment engagés à continuer d'assumer au mieux leur mission constitutionnelle. Les prochains jours, nous allons aller voter les lois, discuter des lois d'abord dans les commissions, les voter et voir dans quelle mesure nous pouvons imaginer des propositions de loi de nature à répondre aux besoins de nos populations. En même temps que nous allons contrôler l'action du gouvernement comme nous l'avons toujours fait. Le président du groupe parlementaire CDP et ses collègues appellent tous les militants à rester mobilisés et déterminés derrière la direction politique nationale pour qu'ensemble, ils puissent œuvrer à bâtir un Burkina prospère pour les générations d'aujourd'hui et de demain. De son côté, le chef de file de l'opposition politique chez le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Zéphirin Diabré, est allé se renseigner sur les préparatifs de la présidentielle de 2015. Plus de précisions avec Bouma Ernest Nébier. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé Zéphirin Diabré est allé exprimer au président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, son inquiétude quant aux préparatifs de l'élection présidentielle de 2015. Pour lui, il y a déjà un retard dans les préparatifs. Les choses ne sont pas au stade où on aurait souhaité qu'elles soient parce que le gouvernement ne prend pas les décisions qui soient. Il y a des décisions à prendre de la part du gouvernement, il y a des décisions à prendre, il y a des financements à débloquer et on sent une lenteur. Il attire l'attention du gouvernement sur la question. Nous sommes quelque peu inquiets de ne pas voir le gouvernement je dois dire bien, le gouvernement mettre tout en œuvre pour que les choses qui sont prévues pour se dérouler, pour que cette élection ait lieu, se fasse de manière très très diligente. C'est un sujet qui est très important. Il est important que nos autorités le prennent à bras le cœur et mettent tout en œuvre pour que le chronogramme qui a été arrêté par la CENI, mais de concert avec l'ensemble de la classe politique. Ce n'est pas la CENI qui l'a inventé. L'ensemble de la classe politique, pour que ce chronogramme soit respecté et que l'élection présidentielle puisse se tenir au mois de novembre 2015. Quant au président de la CENI, il demande au CEFOP de s'imprégner davantage de la question auprès du Premier ministre. C'est vrai qu'on s'atteint un retard et j'ai demandé au chef de file de l'opposition de se mettre en rapport avec le Premier ministre qui est le responsable en fait au niveau du gouvernement pour s'enquérir des questions, de ces questions-là. Évidemment, la CENI n'a pas le chronogramme électoral. Ce n'est pas à la CENI de fixer les dates des échéances, mais la CENI explique au gouvernement et à la classe politique quelles sont les dispositions qu'elle doit prendre pour que les choses puissent se faire effectivement dans les délais et qu'on ne soit pas obligé de se précipiter vers le dernier moment pour effectivement faire les choses dans de mauvaises conditions. Il reste tout de même optimiste quant à la tenue de la présidentielle à bonne date car des efforts sont en train d'être faits pour débloquer la situation. Et puis les organisations de la société civile et l'ONG Diaconia se concertent également autour de la présidentielle de 2015. La rencontre avait pour but de mettre en place un mécanisme pour les élections tranquilles. Reportage de Abdoulaziz Yagibou. La présidentielle de novembre 2015 au Faso. Un rendez-vous démocratique à fort potentiel pour lequel le mécanisme d'alerte proactif de suivi citoyen et de contrôle des politiques publiques pousse la réflexion. Des conditions idoines devraient être réunies pour des élections transparentes et justes. Le mécanisme d'alerte propose de recentrer les préoccupations vers des aspirations citoyennes. Une dynamique qui ne doit laisser en marge la société civile, actrice clé de la gouvernance.
D'une seule voix, les organisations représentées à ce forum en appellent à l'implication de ce maillon dans la révision en cours du code électoral. Nous avons invité la majorité des organisations qui s'occupent des droits humains et nous y avons ajouté les syndicats qui, eux, souvent sont plutôt préoccupés par les préoccupations des populations à la base. Donc c'est un peu pour ça que nous nous sommes réunis, pour pouvoir échanger et que tout se passe bien en 2015. La loi portant organisation des manifestations publiques doit être relue en vue de supprimer certaines dispositions considérées comme liberticides, suggère le forum. Un forum qui, tout en plaidant pour un statut pour la chefferie traditionnelle, attire l'attention du gouvernement sur la gestion des principaux secteurs de développement du pays, souvent source de conflits. L'adhésion des partis politiques au code éthique en lien avec les élections, l'élaboration et l'adoption par la société civile d'un plan de communication politique sur les élections de 2015, la multiplication des dialogues interacteurs autour de la question et la promotion de l'éducation citoyenne sont autant de tendances qui se dégagent de la feuille de route proposée par ce forum organisé en partenariat avec Diaconia. Dans le cadre de la tournée de suivi de la campagne agricole de saison sèche, le ministre Mahama Zungrana est dans le plateau central depuis le 3 mars dernier. Le ministre a visité plusieurs exploitations agricoles et évoqué les difficultés avec les producteurs. C'était en présence de notre reporter Adama Koulibaly. Nous sommes ici sur un site d'irrigation avec maîtrise totale de l'eau de type semi-californien. Ce périmètre d'exploitation se trouve à une dizaine de kilomètres de Zam dans le plateau central. C'est ce site qui a accueilli le ministre en charge de l'agriculture dans le cadre de sa tournée de suivi de la campagne agricole de saison sèche dans les différentes régions de Burkina. Situé aux abords du barrage Moctodeo, ce site a une superficie de 164 hectares avec des spéculations telles que l'oignon, la tomate, l'aubergine ou encore du maïs. Et pour la centaine de producteurs, c'est une aubaine pour eux au regard des bénéfices qu'ils tirent de cette exploitation. Chaque année, nous gagnons beaucoup de bénéfices. Parce que selon nos calculs, si nous faisons la sommation, cela peut atteindre 500 millions de francs CFA. Avec ces revenus, nous payons la scolarité de nos enfants et nous nous occupons de toute la famille. Mais cette production ne se fait pas sans difficulté, notamment l'accessibilité du site, la commercialisation des produits, les maladies parasitaires ou encore le problème de stockage. En ce qui concerne les infrastructures de stockage, nous avons un large programme de réalisation d'infrastructures ou de réhabilitation des infrastructures qui existent pour vraiment faire en sorte que les producteurs aient les capacités de stockage non seulement de leurs intrants, mais aussi de leurs produits récoltés une fois que les technologies de séchage sont maîtrisées. Pour le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, ces visites effectuées déjà dans plus de 3 régions ont permis de cerner la pertinence des cultures de contre-saison. Au total, les visites que nous venons de faire nous rassurent quant au rôle que doivent jouer vraiment les cultures de saison sèche dans le renforcement de la sécurité alimentaire de nos ménages. Lorsqu'on regarde de gauche à droite, nous voyons vraiment un potentiel qui est là, que les producteurs ne ratent pas du tout, et ça c'est extrêmement important à encourager. Comme pour les précédents sites visités, le ministère au nom du gouvernement remis des engrais et des équipements agricoles composés de motopompes, de charrettes et autres outils aux producteurs. Inauguration de 23 km de pistes rurales construites dans la commune rurale de Kounion. La cérémonie officielle d'inauguration s'est déroulée ce dimanche 2 mars 2014 à Sipigui, village situé à une dizaine de kilomètres de Kounion, dans le Kénédougou. Le coût total de l'investissement s'élève à environ 150 millions de francs CFA. Le reportage de Amadou Lougué. Il y a quelques mois, emprunter cette route relevait d'un parcours de combattants. Aujourd'hui, ces paysans se déplacent aisément pour aller au village voisin. Et c'est en tout 23 km de pistes rurales qui ont été construites ici, dans cette partie de la commune rurale de Kourignon. L'inauguration officielle de ces voies est donc une joie immense pour ces populations bénéficiaires. Mon village dans Sipigui, entre-temps pour venir, c'était difficile. Mais en fait, l'initiative, c'est-à-dire la création des pistes rurales, ça a permis aux deux villages de communiquer. Je suis le maire le plus heureux aujourd'hui de la province, raison pour laquelle j'exprime devant la population aujourd'hui ma joie. Je suis très satisfait
Et ce qui a été fait, on l'estime à sa juste valeur. Mais vous avez pu constater avec moi que nous sommes dans une zone très sablonneuse et il y a eu des pentes très fortes. Donc l'érosion est d'une très grande valeur. Et il y a la peur que ce qui a été fait ne soit rapidement dégradé. C'est pourquoi nous souhaitons encore à ce que le donateur fasse encore d'autres efforts pour nous amener ces pistes-là à la hauteur du chargement. D'un coût de réalisation estimé à 150 millions de francs CFA, ce projet a vu le jour grâce au soutien de l'État et au concours de bonne volonté. La réhabilitation de ces pistes rurales les rapporte. Ça va leur permettre de circuler en toute liberté. Ces pistes réhabilitées vont leur permettre de couler leurs produits. Cette cérémonie inaugurale a été également l'occasion pour ces habitants du village de Sipigui de soulever d'autres préoccupations qui sont entre autres la construction d'un centre de santé et l'accès à l'eau potable. Par manque de forage, ces femmes se ravitaillent encore dans des puits comme ici ou alors au fleuve. Nous n'avons pas le choix. C'est cette eau que nous buvons et nous l'utilisons également pour faire la cuisine. Le seul puits à grand diamètre creusé depuis 1983 est aujourd'hui hors d'usage. Le financement des sociétés minières, objet d'une formation. Les cadres de la Direction générale des impôts, cette formation vise à renforcer les capacités des agents pour maîtriser le contrôle des sociétés minières. Le reportage de Moumouni Soubeiga. Face à la croissance du nombre des sociétés minières au Burkina, l'administration fiscale chargée de mobiliser les ressources entend s'adapter à cette nouvelle donne. Et pour ce faire, le renforcement des capacités des cadres des impôts est l'option privilégiée. D'où cette session de formation portée par le cabinet Tissu Consulting et assurée par un spécialiste des questions fiscales minières. Le Burkina Faso est un pays qui aujourd'hui a, j'ai envie de dire, le vent en poupe au niveau de l'industrie minière, et c'est un pays où, pour prendre un seul exemple, l'eau est devenue depuis 2009 le premier produit d'exportation et qui rapporte l'année dernière 192 milliards de francs CFA au trésor public. Donc il est question pour les agents des services fiscaux de comprendre comment l'industrie minière fonctionne pour être capable de bien appréhender leur activité, comprendre les états financiers et naturellement être capable de fixer le juste niveau d'imposition qu'il faut pour que le pays tire sa juste part du profit. L'évaluation, le montage financier et le financement constituent le thème central de la formation. Une formation inscrite dans le programme d'activité 2014 de la Direction générale des impôts. Le secteur minier, les compagnies minières se plaignent parce que nous ne connaissons pas bien le secteur. Il y a des différences d'interprétation, ça et là. Et cette formation nous permettra d'être au même niveau d'information et de mieux apprécier les produits miniers. La formation est financée par le programme d'appui au développement du secteur minier. Elle s'adresse aux vérificateurs de la Direction générale des impôts et envisage d'aborder d'autres sous-thèmes comme l'investissement et le financement par des titres de capitaux propres, ainsi que les marchés de l'industrie minière et les normes en matière de divulgation. Ouverture hier des journées cinématographiques de la femme africaine de l'image. Cette troisième édition se tient sous le thème cinéma de femmes en Afrique. La cérémonie d'ouverture a connu la présence des ministres Alain-Edouard Traoré de la communication et de Baba Ahmad de la culture. Le reportage est de Salinana. Un court-métrage de 19 minutes qui relate le parcours d'un handicapé bradé de diplôme comme film d'ouverture et fait partie pour 5 jours de projection de films à Ouagadougou et à Banfora. 35 films réalisés par des cinéastes femmes d'Afrique et de la diaspora sont à l'affiche aux 3e journée cinématographique de la femme africaine de l'image. Au travers le regard des femmes, c'est que ça permet de pouvoir en fait raconter des femmes, des histoires de femmes qui sont propres à elles et dont peut-être certains sujets seraient difficiles pour un homme d'aborder. Donc c'est en ça que je trouve qu'il est important et intéressant d'avoir des journées comme ce genre de journée organisées pour soutenir le cinéma des femmes, les techniciennes, les productrices. Je pense qu'il ne faut pas juste nous mettre à l'honneur pendant un festival, mais c'est une lutte de chaque jour. Il faut que nous nous mobilisons. Nous avons notre place et nos histoires, ce que nous avons à dire est importante. Les JCFA ont pour objectif de promouvoir les femmes africaines de l'image, d'évoquer les difficultés que ces professionnels rencontrent et d'établir des relations privilégiées avec les autres festivals du genre dans le monde.
Notre pays a véritablement considéré le cinéma et l'audiovisuel comme un puissant outil non seulement de communication, mais un outil d'émancipation à travers sa capacité d'information, de sensibilisation et aussi de mobilisation autour des préoccupations qui sont celles de nos peuples. En dehors de l'appui institutionnel, il y a aussi des partenaires qui sont du domaine du privé, qui sont impliqués donc dans l'organisation de ces journées consacrées donc aux femmes du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent africain. Des travaux en atelier et un panel feront l'objet d'échanges entre les participantes. Les JCFA 2014 invitent ces professionnels africaines et burkinabés à partager leurs expériences et à s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat afin de mieux maîtriser les enjeux de la production et de la distribution de leurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Culture toujours, notre compatriote Cyprien Sambo Kondi parmi les lauréats du Festival international de la bande dessinée de Ouagadougou. Ce festival qui est à sa première édition est parrainé par le Japon, le reporter de Cécilia Sda. L'Institut Goethe, espace d'exposition et de la plupart des activités de la première édition du FEBDO, le Festival de la bande dessinée de Ouagadougou. Portée par l'association Centre Atelier Racine, la manifestation prévue pour durer 3 jours se veut une plateforme de valorisation de la bande dessinée, de la peinture, de la caricature ainsi que du scénario. L'objectif recherché déjà c'est créer donc un cadre fédérateur des auteurs de bande dessinée, aussi donc trouver une période dans l'année où les auteurs de bande dessinée, c'est-à-dire les acteurs du 9e art, donc vont se retrouver. Et c'est un peu donc déjà célébrer la bande dessinée. Donc c'est une belle occasion de sortir de leurs ateliers pour montrer leurs travaux originaux. Et puis quand on confronte les gens à la bande dessinée, on sent tout de suite l'intérêt. On sent tout de suite que les gens sont très très preneurs. Maintenant après il y a le coût des albums, ça coûte cher pour acheter, tout ça c'est un peu plus compliqué, mais il faut qu'on arrive à relier véritablement l'envie de bande dessinée du public et la qualité du travail des auteurs. La cérémonie d'ouverture de la première édition du FEBDO a servi de cadre pour récompenser le lauréat du 7e prix international manga, le burkinabé congolais Cyprien Sambo Kondi. Il décroche le bronze pour son œuvre Le directeur contre la cravache. Le prix manga organisé par le ministère des Affaires étrangères du Japon depuis 2007 vise à promouvoir les échanges culturels entre les peuples. Le directeur contre la cravache, son image est très claire et puis son idée se passe très facilement, non seulement pour les Burkinabés mais pour les Japonais aussi. Donc son manga est vraiment excellent. L'œuvre de Cyprien Kondi a été jugée excellente parmi 256 autres venant de 53 pays. C'est le mot qui me manque pour décrire ce moment. Bon, je savais qu'un jour, mon œuvre sera reconnue sur le plan international. Je savais que ça va venir, mais il fallait d'abord travailler beaucoup. Parce que dans le domaine de bande dessinée, ce n'est pas évident. Mais c'est surtout la passion de la bande dessinée qui m'a permis de continuer à croire à une possible réussite. Cyprien Sambo Kondi est l'un des 8 artistes professionnels de la bande dessinée qui prennent part au FEBDO avec leurs œuvres. En plus des vernissages, des ateliers et des tables rondes sont prévus, question de favoriser des partages d'expériences avec non seulement les jeunes talents, mais aussi avec les visiteurs amoureux du 9e art. Un jeu concours dénommé Jeunes talents de la bande dessinée et une session de formation ont déjà été organisés. Et à cette soirée, les 3 lauréats désignés du concours ont été primés. Quant aux bénéficiaires de la formation, ils ont reçu des attestations. Culture encore, le Faso Music Award récompense les professionnels qui travaillent à l'ombre des artistes. Un prix a été créé pour ce maillon de la chaîne musicale. M. Ouben Guébré, membre du comité d'organisation, au micro de Sylvestre. Tout commence à partir de demain, mercredi 5 mars, au Palais de la Culture Jean-Pierre Diengane, à partir de 20h, par une soirée dédiée à la musique traditionnelle, rythme du terroir donc, où on va retrouver tous ces grands noms de la musique traditionnelle. Et puis le 6, nous serons du côté du Sénasa pour une conférence publique dédiée donc à la musique, la relation entre musique et paix. Et puis l'apothéose, c'est le 7 au niveau du Palais de la Culture Jean-Pierre Diengane. Et ça sera la cérémonie à proprement parler de récompense. En termes de récompense, nous disons que le plus important, ce n'est pas l'aspect financier, ce n'est pas le côté monétaire. Le côté financier, ce n'est pas ce qui importe pour nous.
Parce qu'il faut dire que l'activité, c'est d'abord une activité de journaliste. C'est une activité organisée par la JDC en collaboration avec le réseau Plume Alerte, la JDC qui est l'association journalistes et communicateurs pour la culture. Donc ce sont des journalistes, des observateurs avisés qui se réunissent pour reconnaître le travail d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas toujours mis à l'avant, en lumière. Au niveau des FAMA, il ne s'agit pas de nomination comme ça, il ne s'agit pas d'appel à candidature. Nous avons observé, nous sommes des observateurs, nous avons observé durant toute l'année 2013 et nous avons décelé ceux que nous estimons être les meilleurs dans leur domaine. C'est un événement annuel. Chaque année désormais, les FAMA seront là pour récompenser ces acteurs de l'ombre de notre musique. Et puis sport à présent, l'ASFA Yenega en déplacement à Sétif dans le cadre des quarts de finale de la Champions League africaine. L'ASFA Yenega a subi une sévère défaite au stade du 8 mai 1945. Le compte-rendu de Salif Belem et de Christelle Dabré. L'entente sportive de Sétif n'a pas eu à élever son niveau de jeu pour venir à bout de l'ASFA Yenega. Les Sétifiens en blanc dès le coup d'envoi du quatuor tunisien conduit par Slim Jididi impriment leur rythme. Les rouges jaunes résistent jusqu'à la 18e minute. Belaïmri El Meidi se joue de la défense asphasienne pour le premier but. Adama Zerbo riposte mais frappe au-dessus. À la 22e minute, le même Adama Zerbo bute sur Keïdara Sofiane. Ogbi Hassan lui ne se pose pas trop de questions. Bien servi, il corse l'addition pour les locaux à la 36e minute. Ogbi Hassan revient à la charge à la suite de ce coup franc superbement exécuté. Au retour, le bourreau Ogbi Hassan cède sa place à Janit Akram du côté des visiteurs, tandis que du côté asphasien, ce sont Ilyas Kenderbeogo et Yacouba Ouedraogo qui rentrent en lieu et place respectivement de Oumarou Nebié et Eliseto. L'ASFA Yenega tient bon mais craque pour la 4e fois à la 68e minute. Naji Rachid enrhume la défense et son dernier rempart. 4 buts à 0 pour les attentistes. L'ASFA Yenega tarde à réagir. Ses attaquants trop timorés n'inquiètent aucunement la défense adverse. Au contraire, dans les arrêts de jeu, elle s'écroule sous la pression de Janit Akram. « 5 buts à 0, la main semble dite pour la quintuple championne du Burkina. » Voilà, c'est avec ce reportage chronologique de Estelle Dabré que nous mettons fin à votre journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain à 20h pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain.